Le peuple doit-il élire le Conseil fédéral? C'est l'UDC qui le propose à travers une initiative. Alors est-ce une bonne idée? On en débat tout de suite dans Infrarouge. Si votre projet est accepté, ça sera le pouvoir. Encore une fois, c'est pas l'objectif. En quelques mots, là, vous êtes en train de faire quoi? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Alors le 9 juin prochain, vous devrez vous prononcer sur une initiative qui demande l'élection du Conseil fédéral par le peuple. Une idée qui est débattue depuis 1848, depuis la création de notre État fédéral, une idée qui a été déjà balayée par 2 fois par le peuple suisse. Alors est-ce le bon moment pour remettre cette idée sur la table? Nous allons en débattre ce soir avec de nombreux invités. Puis vous, chez vous, vous pouvez nous faire part de vos remarques sur notre site internet infrarouge.ch et puis sur les réseaux sociaux. Alors Oscar Freisinger, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, la liste est longue, hein, vous êtes conseiller national UDC, conseiller d'État valaisan, mais vous êtes aussi vice-président de l'UDC qui lance cette initiative. Oui. Alors si votre initiative était acceptée le 9 juin, ça serait une véritable révolution en Suisse. Ça fait plus de 160 ans que ce sont les chambres fédérales qui élisent nos conseillers fédéraux. Pourquoi est-ce qu'il faudrait changer ? Bon, ce ne serait pas une révolution parce que dans le fonctionnement des institutions, ça ne change pas grand-chose. Ah, quand même, en Suisse. La démocratie fonctionnerait selon les mêmes principes. Vous ne changez pas ni la démocratie directe, ni les équilibrages. C'est simplement le mode d'élection qui différerait. C'est un système qui a voulu que le peuple soit souverain. Et le peuple s'exprime sur des sujets très complexes. Prenez au niveau des votations, vous avez des sujets économiques, juridiques assez compliqués. Et on pense que le peuple est mature pour le faire, il est éduqué pour cela. On a des cours de civisme, on a vraiment des gens qui sont à la hauteur des responsabilités que représente la démocratie directe. Et ne pas élire son gouvernement, parce que soi-disant le peuple ne serait pas en mesure, il serait trop émotionnel ou je ne sais quoi, c'est vraiment se défier du peuple. Puisqu'on lui demande de voter dans des cas très complexes, je crois que d'arriver à choisir son gouvernement comme il le fait dans les cantons, je pense vraiment qu'il en serait capable. Alors Antonio Hodgers également avec nous, hein, vous êtes conseiller national des Verts. C'est vrai qu'on est au pays de la démocratie directe. Or quand on fait un sondage aujourd'hui dans la rue, les gens souvent ne connaissent pas les conseillers fédéraux, encore moins le président de la Confédération. Finalement, si on leur donnait la parole, est-ce que ça ne serait pas une façon de se rapprocher de leur gouvernement? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent pas loin de leur gouvernement, ils se sentent loin de la politique, quelque part. Je pense que le Suisse se désintéresse de la politique. C'est peut-être un signe que ça va bien, puisqu'on laisse faire, on a confiance. Et la question, elle n'est pas là. Je pense, comme M. Freisinger, que le peuple est tout à fait capable d'élire les conseillers fédéraux. Mais le problème, il est autre. Il est que la Suisse, la démocratie suisse, ce n'est pas la majorité de 51% qui impose ses vues à la minorité de 49%. La démocratie, chez nous, c'est le respect des minorités. C'est le respect de certains équilibres. Et les équilibres, c'est quoi? C'est les équilibres régionaux, des différentes régions linguistiques, mais pas seulement, des différentes régions du pays. C'est aussi les équilibres partisans, des partis. C'est la formule magique, ce qui crée cette collégialité. On l'a bien fait, donc, magique celle-là. Et donc, mais bien sûr, en 2007 a vécu. Non, mais écoutez, aujourd'hui, le gouvernement suisse représente plus du 3/4 du Parlement. On n'est pas en France, où là, il y a une majorité qui prend le pouvoir, même de manière courte, et qui après impose ses vues au reste de la nation. Et l'initiative de l'UDC, en court-circuitant le niveau cantonal, puisqu'il crée un seul arrondissement au niveau fédéral, annule finalement ce phénomène fédéraliste qui fait que chaque canton élit les siens, les envoie à Berne pour trouver un équilibre entre les régions, entre les partis politiques, aussi un équilibre homme-femme. Et une élection populaire mettrait à mal finalement cette mécanique horlogère très helvétique. Alors Oscar Freisinger, on va revenir tout à l'heure sur le détail de votre initiative, notamment sur les minorités, mais c'est vrai que c'est une mécanique qui est quand même très complexe, hein, l'État fédéral. Est-ce que finalement, vous ne prenez pas un risque en lançant votre idée? Enfin, j'ai vécu à plusieurs reprises ces longues nuits des petits canifs. Hein, quand on plante le couteau dans le dos des gens, quand on fait des petits calculs partisans, quand on essaye d'éliminer des gens qui sont peut-être trop déterminés dans leur action, ont trop de caractère, etc. Le problème, c'est qu'actuellement, on constate une chose, c'est que face au gouvernement, le Parlement a un pouvoir qui est très très fort et il va toujours élire les souris les plus grises.
Il faut surtout pas que ce soit quelqu'un qui ait du caractère. Moins il a marché sur les orteils de qui que ce soit dans ce Parlement, plus il a de chances d'être élu. Comme Blocher. Mais non, Blocher, on l'a élu pour le neutraliser. Puis quand on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à le neutraliser de cette manière, on l'a foutu dehors. Monsieur Couchepin, Mme Calmiret, des souris grises. Monsieur Couchepin, il est né avec ce projet. Alors, et Mme Calmiret, une souris grise. Intéressant. Alors, actuellement, vous avez, prenons des membres du gouvernement actuel, vous voulez quand même pas me dire que Monsieur Schneiderman. Alors, on va passer la parole à une libérale radicale, puisqu'on parle... Par son imagination et son activisme et son caractère trempé, je veux dire, quand même. Si vous me dites ça, non, je l'ai pas. Conception. Alors, on va revenir tout à l'heure. Un pays qui a le taux de chômage le plus bas d'Europe, je trouve que c'est plutôt brillant. Alors, Isabelle Moret, vous êtes donc vice-présidente du Parti libéral radical. Avant d'aborder la question des personnalités des conseillers fédéraux, j'aimerais vous entendre. C'est vrai qu'Oskar Freisinger parlait de ces nuits des longs couteaux. Les journalistes aiment bien suivre ces nuits-là et les négociations. Mais pour la population, tout ça, c'est pas très séduisant. Est-ce que finalement, le modèle ne devrait pas être jeté comme le propose l'UDC ? Mais pourquoi, en fait, se lancer dans une révolution alors qu'on a un système qui marche bien? On se lancerait dans l'inconnu alors que finalement, pendant plus d'un siècle et demi, notre système fonctionne bien. Nous avons une stabilité politique sur laquelle on a pu baser notre croissance économique. On a un taux de chômage les plus bas d'Europe. Et on voudrait sauter dans l'inconnu alors que finalement, on regarde dans les sondages, on voit que les gens aiment bien les conseillers fédéraux qui ont été choisis par le Parlement. Donc pourquoi changer un système qui marche? On le fait lorsque le système ne marche pas. Et on se lance dans l'inconnu, dans un système où les conseillers fédéraux passeraient leur temps en campagne électorale. Actuellement, ils peuvent se concentrer sur l'intérêt du pays, le bien de la Suisse, construire des projets pendant les 4 ans, les 8 ans où ils restent au Conseil fédéral, alors que sinon, ils seraient obligés de courir dans toute la Suisse, parce que ce serait une grande circonscription électorale, débattre, s'exprimer dans les médias, il y aurait des coups tordus pour essayer contre l'un ou l'autre, entre les différents camps, et ils ne pourraient plus se concentrer sur l'essentiel, à savoir le bien du pays. Alors, gage de stabilité, vous dites le système actuel. Jacques Dayon, bonsoir. Alors, vous êtes le seul ici autour de cette table à ne pas être présent à Berne. Vous n'élisez donc pas actuellement les conseillers fédéraux. Vous êtes président sortant des jeunes UDC de Fribourg. C'est vrai que les pays qui nous entourent envient notre stabilité politique, économique. Finalement, est-ce que ce n'est pas un gage pour la Suisse, cette stabilité ? Bon, d'une part, je rejette le terme de révolution. Il ne s'agit pas de révolutionner les institutions suisses, il s'agit simplement d'appliquer à l'élection du Conseil fédéral un concept qui est connu. C'est quand même une énorme révolution. Alors, c'est une révolution pour la Suisse qui, depuis 1848, n'a jamais élu ses ministres. Bien sûr, c'est une révolution dans ce sens-là, parce qu'en Suisse, on fait des petits changements. Ce changement-là, il est plus conséquent, mais je crois qu'il n'est pas contrairement à ce que je pouvais lire dans l'éditorial du Temps lundi, c'est pas contraire à notre mentalité politique, à notre culture politique que d'élire au suffrage direct nos ministres. On parlait là tout à l'heure de ministres en campagne permanente. Je suis navré, mais depuis l'extérieur, on voit des conseillers fédéraux en campagne permanente, cette fois-ci seulement face au Parlement. Mais vous n'avez pas peur de déstabiliser la Suisse, le système suisse qui a été mis en place en 1848 et qui a fait ses preuves quand même en plus de 60 ans. Je ne crois pas que de donner plus de légitimité au Conseil fédéral en le faisant passer devant la case élection par le peuple déstabiliserait le pays. Au contraire, je pense que ça permettrait aux citoyens de pouvoir avoir leur mot à dire, de pouvoir sanctionner directement eux-mêmes la politique qui est menée par nos ministres, qui sont quand même l'exécutif de ce pays. Mais ils peuvent le faire lors des votations. Les citoyens peuvent se prononcer sur tout. On a la chance dans ce pays, ils peuvent se prononcer sur l'essentiel, à savoir sur les questions concrètes. Est-ce que vous voulez diminuer le taux de conversion en matière de deuxième pilier? Oui. Non. Est-ce que vous voulez réviser la loi sur l'asile? Oui, non. Expulser les étrangers criminels? Oui ou non? Et ensuite, le gouvernement dit au peuple, cause toujours, on fait ce qu'on veut. Ça fait 2 ans que le peuple s'est exprimé, on n'a même pas voté. On n'a même pas mise en œuvre plus rapidement, s'il avait été mieux rédigé. Ceci dit, je suis d'accord avec vous, elle doit être mise en œuvre. Il n'y a pas de Donc là, vous dites que le Conseil fédéral ne respecte pas la volonté populaire. Exactement. Vous pensez que ça serait différent s'il était élu par le peuple? Mais imaginez-vous si le gouvernement devait être élu par le peuple. Et le peuple, par exemple, vote un texte comme, par exemple, l'expulsion des étrangers criminels. Toute la politique d'asile, par exemple. On peut prendre la politique de Mme Widmer-Schlumpf par rapport aux banques, au système bancaire, toutes ces relations. Mais vous imaginez si elle doit passer par le filtre du peuple après? Alors elle va faire une politique qui est dans l'intérêt du peuple. Là, actuellement, il y a une logique des administrations qui sont toutes puissantes à Berne, et le gouvernement, il sait que face au Parlement, il ne risque rien. Il ne risque rien. Tout ce qu'on risque, c'est comme Mme Calmiret, une mauvaise élection à la vice-présidence. Une réponse, Antonio Gers. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reproche au gouvernement de ne pas appliquer votre initiative, de ne pas voter les lois, alors que, je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Freisinger, mais les lois, c'est le Parlement qui les vote.
c'est pas le gouvernement. Et le Parlement est élu par le peuple. Donc vous reprochez au Conseil fédéral quelque chose qui aujourd'hui est la responsabilité du gouvernement. Si le gouvernement ne représente pas de projet au peuple, au Parlement. Faites une initiative parlementaire, vous avez tous les droits législatifs comme parlementaire. Mais la question, finalement, la question qui est soulevée par l'initiative UDC, c'est celle de la légitimité. On dit notre conseil fédéral n'est pas vraiment légitime parce qu'il n'est pas élu par le peuple. D'ailleurs, cette initiative naît d'une blessure de l'UDC, à savoir l'éviction de Christophe Blocher du Conseil fédéral. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la légitimité du Conseil fédéral. Si vous lisez les sondages d'opinion, l'opinion qu'ont les Suisses à l'égard de leur ministre, elle est plutôt bonne. Madame Hübner-Schlum caracole depuis des années en tête de ces sondages et l'ensemble, grosso modo, des conseillers fédéraux le sont tout autant. L'enjeu n'est pas donc la légitimité du Conseil fédéral, mais bien sa collégialité et sa capacité de travail. Aujourd'hui, la Suisse est attaquée par l'étranger. Elle a des tensions avec l'Europe, elle a des tensions avec les États-Unis. Il faut que nos ministres y soient au front. Non seulement le front interne pour défendre auprès de la population, mais aussi à l'étranger. Et vous voulez que sur 4 ans de législature, ils passent une année à faire une campagne à la française, à l'américaine, finalement à aller de plateau télé en plateau télé et perdre du temps pour ce type de démarche-là. Alors, avant de poursuivre sur cette question, je vous propose qu'on voit vraiment ce qu'il y a dans l'initiative. Antonio Gers, avant de poursuivre là-dessus, je vous propose qu'on voit réellement ce qu'il y a dans l'initiative. Et puis, il faut rappeler quand même que la question de l'élection du Conseil fédéral par le peuple, eh bien, elle était généralement demandée par la gauche, plus précisément par les socialistes. Cette fois, on l'a bien compris, hein, c'est l'UDC qui a lancé l'initiative, notamment après l'éviction de son leader en 2007. Il s'agissait bien sûr de Christophe Blocher. Le récit d'Isabelle Fiot et Sandra Ebler. 12 décembre 2007, la Suisse s'apprête à vivre un moment historique. Est élu avec 125 voix. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Madame Hübner-Schlum. Ses ennemis ont gagné, Christophe Blocher n'est plus conseiller fédéral. Aux grandes dames des militants UDC. Tout s'est joué la veille en coulisses. Les chefs des autres partis se sont mis d'accord. Ils ne rééliront pas le tribun zurichois. Les chacals se sont réunis. Simplement maintenant, la facture, elle va être difficile à payer. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la classe politique vient de se couper plus profondément encore du peuple. Les ténors du parti sont sonnés. Ils se doivent de réagir. Donner au peuple le pouvoir d'élire le gouvernement, l'UDC y pensait depuis longtemps. Cette fois, c'est décidé, elle se lance. 4 ans plus tard, son initiative est déposée à Berne. Concrètement, le texte donne aux citoyens le droit d'élire les 7 ministres. 2 sièges au moins sont garantis pour les Romands et les Tessinois. Un scrutin au système majoritaire. Pour passer au premier tour, il faut plus de 50% des suffrages. Au deuxième tour, sont élus ceux qui récoltent le plus de voix à la majorité simple. Les 7 sages désignés par le peuple, l'idée n'est pas nouvelle. Depuis 1848 et l'État fédéral, le thème de l'élection du Conseil fédéral par le peuple a toujours été présent. Et ce sont toujours les partis qui avaient l'impression qu'ils n'étaient pas assez représentés au gouvernement qui ont menacé d'y avoir recours. Parmi eux, les socialistes qui portent l'idée dans les urnes. Mais leurs 2 initiatives échouent en votation en 1900 et en 1942. Le peuple suisse provoquera-t-il une révolution en privant le Parlement de son pouvoir? Alain Berset. Jusque-là, au royaume de la démocratie directe, les citoyens ont toujours refusé de changer un système typiquement helvétique. Alors Oscar Freisinger, en 2007, vous disiez la facture va être difficile à payer. Est-ce qu'on peut dire que c'est réellement l'éviction de Christophe Blocher qui a poussé l'UDC à lancer cette initiative? C'est l'acte fondateur? C'est clair que cet acte a déterminé ensuite cette décision. Mais ce n'est pas parce que c'était lui, parce que c'était particulièrement Christophe Blocher. C'est le père. Ça a déséquilibré le système. Est-ce que vous pensez qu'il aurait eu plus de chance devant le peuple, Christophe Blocher? Moi, je pense que oui.
Oui, j'en suis convaincu. Regardez, moi, personne ne me donnait une chance en Valais. Je pense que si j'avais dû être élu par le Parlement valaisan, je peux vous dire, je ne serais pas conseiller d'État. Alors oui, ça, mais c'est Christophe absolument Blocher certain. a été candidat au Conseil des États, qui a un suffrage majoritaire comme le vôtre. Il a toujours perdu. Il a même perdu face à une Vert libérale qui est un tout petit parti. C'est ce que je disais. Ça n'est pas lié à la personne, Christophe Blocher. C'est le principe même. On a déséquilibré le système. On a maintenant une conseillère fédérale qui ne présente électoralement, pour ainsi dire, rien. Vous pensez à Evelyne Widmer-Schoenhofer qui a remplacé Christophe Blocher. Et on s'aperçoit qu'elle est l'otage de ceux qui l'ont mise là. Elle ne peut pas faire la politique qu'elle devrait parce qu'elle doit toujours faire attention à ce que le Parlement ne se venge pas tout à coup lors des élections. Donc elle est prise en otage par ce scrutin, par cette logique. Il y a même des parlementaires, le jour-là, il a fallu leur expliquer comment on écrit le mot Widmer-Schoenhofer. Ils ne savaient même pas comment écrire son nom. Alors vous imaginez un peu quel système aléatoire on a là. Et alors que si c'est le peuple qui peut décider, eh bien il va choisir d'abord des gens à caractère dont on a besoin actuellement pour défendre la Suisse envers l'étranger. Il faut des gens qui ont de la poigne. Et s'ils font un débat à l'intérieur qui est nourri, ça ne me gêne pas, une fois qu'ensuite le collectif a pris une décision, vers l'extérieur, il faut qu'il soit collégial. Mais à l'intérieur, les débats doivent avoir lieu. Je n'aime pas le consensus avant le débat. Le consensus, c'est après que le débat ait eu lieu. Antonio Adgers, Urs Altermatt, l'historien dans le sujet, disait que l'élection par le peuple a souvent été utilisée par les partis qui n'étaient pas suffisamment représentés au Conseil fédéral. D'abord les chrétiens conservateurs, ensuite les socialistes. Vous, les Verts, aujourd'hui, vous auriez peut-être plus de chance avec ce système d'entrée au Conseil fédéral. Certainement. Si on suivait nos intérêts partisans ou égoïstes, on devrait être pour ce texte. Parce qu'il est certain qu'avec une élection majoritaire, on le voit dans les cantons, même si notre parti est relativement petit, avec 10%, on arrive à placer des personnalités compétentes, appréciées de la population. Alors qu'en inverse, je le disais, l'exemple de Christophe Blocher, quand même, à Zurich est intéressant, parce que non seulement les sondages ont toujours montré qu'il n'aurait jamais été élu par le peuple en 2003. C'est ça qui est intéressant avec Christophe Blocher. Mais quand il s'est présenté au Conseil des États avec un suffrage majoritaire, exactement le même modèle que propose l'UDC, dans son propre fief, le canton de Zurich, il n'a pas obtenu de majorité. Donc, il est certain que avec l'élection populaire, et on le voit, peut-être le Valais est une exception, la population a tendance, la population a tendance à écarter les profils trop affirmés, perçus comme peu consensuels ou pas capables de s'intégrer dans un collège. Donc, pour moi, le problème, il n'est pas tant là. J'ai confiance dans le peuple. Si demain, cette initiative est acceptée, je ne crois pas qu'il y ait de révolution dans le type de personnalité qu'il y aura au Conseil fédéral. Le problème est plutôt dans la perte de temps que mettront les candidats au Conseil fédéral et les conseillers fédéraux eux-mêmes candidats à défendre leur propre campagne. Et parce c'est que tout le expliquer système. sa politique et communiquer avec les gens, pour vous, c'est une perte de temps. Mais ils ne le font pas aujourd'hui. Mais comment ça? Ils ne le font pas. Mais c'est clair qu'ils seront forcés, c'est vrai, à faire connaître leur politique, à se faire connaître, à maîtriser peut-être plus d'une langue nationale. Ça, c'est vrai que c'est des exigences qu'il y aura, et je les trouve très bien. Je suis navré, M. Adgers, mais faire connaître sa politique depuis la salle de presse du Palais fédéral, en expliquant plus ou moins en français ce que le Parlement ou le Conseil fédéral vient de présenter, c'est pas la même chose que de devoir se rendre auprès des citoyens pour les convaincre de les élire. Je vois pas en quoi ce serait une perte de temps et un intérêt égoïste du parti que de mettre une démocratie directe dans l'élection des ministres. Si alors parler de démocratie, parler du sens de notre démocratie aujourd'hui, c'est un intérêt partisan égoïste, il faut qu'on quitte le plateau. Ce que nous faisons ne sert à rien. Ce n'est pas une question de Christophe Blocher ou pas, c'est la question de savoir qui est responsable d'élire le Conseil fédéral. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le Parlement. On observe qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais il y en a aussi qui ne fonctionnent pas. Et on pose la question, est-ce que ça irait pas mieux avec le peuple ? Est-ce que ça n'irait pas mieux? Alors, pour poursuivre ce débat, on va inviter deux nouveaux invités qui vont nous rejoindre à la table. On accueille Pierre Vanek, conseiller municipal à Genève, et Mathias Renard, conseiller national socialiste. Messieurs, bonsoir. Alors, Mathias Renard, vous, je le disais, vous êtes conseiller national socialiste donc à Berne. L'élection du Conseil fédéral par le peuple, alors vous êtes pour l'idée. D'ailleurs, on a dit que c'était une vieille idée socialiste. Par contre, vous allez dire non. Vous avez d'ailleurs dit non aux chambres fédérales. Le 9 juin, vous direz non. Pourquoi vous ne saisissez pas cette opportunité ? Bon, effectivement, il convient de dire tout d'abord que le Parti socialiste a toujours été favorable aux extensions des droits populaires. Mais il est aujourd'hui contre. Oui, mais de manière générale, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ça. Vous l'avez dit avec les différentes initiatives qui ont été lancées. C'était une revendication à la base socialiste. Le Parti socialiste a aussi toujours été favorable à l'extension des droits populaires, que ce soit l'initiative législative au niveau fédéral, que ce soit le droit de vote des femmes, un combat très important pour le Parti socialiste. Tous les partis ne peuvent pas en dire autant. Donc sur le fond, je suis favorable. Je suis critique sur le système actuel où finalement
finalement, on a un peu l'impression que c'est des manœuvres opaques, et je pense que c'est un petit peu le cas, et puis que l'argument selon lequel on serait entre bonnes jambes pour pouvoir reprendre ces décisions me convainc pas du tout, et je suis assez intéressé par le fait d'avoir un vrai débat de fond. Pourquoi vous dites pas oui, national. finalement? Pourquoi vous n'êtes pas de l'autre côté? On a hésité d'ailleurs. Oui, parfois ça m'arrive aussi d'être de l'autre côté dans ce genre de débat. Le fait est que c'est une mauvaise initiative. Et c'est une mauvaise initiative pour plusieurs raisons, mais pour deux qui me dérangent particulièrement. Tout d'abord, l'équilibre entre les régions linguistiques. La solution qui est apportée par cette initiative est mauvaise. Elle est fondamentalement mauvaise, j'espère qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis l'autre problème qui vraiment m'interpelle et me pousse à dire non, c'est la question du financement. Du financement des campagnes. Et moi, je ne veux pas finalement de campagne à l'américaine où il y a des moyens énormes qui sont mis, où on n'a aucune transparence au niveau financier, parce que la Suisse est un des pays où on a vraiment un problème à ce niveau-là en Europe, un pays où on n'a pas de transparence au niveau des campagnes électorales et du financement des partis. Et moi, je ne veux pas d'une élection où c'est le parti qui a le plus d'argent qui peut, à tous les coups, gagner des sièges au gouvernement fédéral. Alors, je disais donc le Parti socialiste, lui, recommande donc le non, comme tous les autres partis gouvernementaux, à part l'UDC. Pierre Vanek, vous, vous êtes secrétaire politique de Solidarité, conseiller municipal à Genève. Vous dites oui. Quand vous entendez cet argument de Mathias Renard qui parle de la question du financement, j'ai entendu l'essentiel. Vous qui êtes de l'extrême gauche, est-ce que ce serait les plus riches finalement? Je suis d'une gauche assez radicale et conséquente, somme toute, puisque mon préopinant socialiste s'est exprimé. Et vous ne craignez pas que finalement ce soit les hommes politiques les plus riches qui puissent s'imposer? Alors, bien entendu, la démocratie helvétique a toutes sortes de limites, y compris celle de la barrière de l'argent, le fait qu'il n'y ait pas de plafonnement des dépenses des partis politiques, qu'il n'y ait pas de transparence de ceux-ci, qu'on puisse acheter sans autre dans des campagnes politiques des placards dans les médias, qu'on puisse se payer. Bien sûr que c'est une limite de la démocratie, mais c'est une limite de la démocratie qui est tout aussi valable pour l'élection des chambres fédérales. Ces partis et ces majorités qui font les lois, comme le disait Antonio Hodgers tout à l'heure, au Parlement fédéral, elles sont sujettes, bien sûr, à cette barrière-là. Aussi à des dons en provenance de milieux économiques douteux, etc. Donc on a tout intérêt à un système quand même plus transparent. Aujourd'hui, pourquoi vous soutenez cette initiative? J'ai assisté parce que le système actuel... Bon, ce ne sera pas une révolution de le transformer sur ce point. Il y a bien d'autres réformes de la démocratie qui sont nécessaires. Mais le système actuel est un système opaque, non transparent. On ne sait même pas qui a voté quoi dans l'élection au Conseil fédéral. Il n'y a aucune espèce de traçabilité de qui a voté quoi, aucune espèce de traçabilité d'où viennent les voix et pourquoi elles viennent, qui se sont portées sur tel ou tel candidat du Conseil fédéral. Il n'y a aucune... Un parti peut présenter, a beau présenter des candidats avec un programme, il peut se faire imposer par ses adversaires un candidat alternatif. C'est arrivé un certain nombre de fois au Parti socialiste. C'est détestable. Les 2 premiers tours de cette élection, vous pouvez voter pour n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas candidat. Donc il y a réellement des problèmes avec le système actuel. Un dernier point quand même, je pourrais en rajouter, mais le système n'est pas représentatif des citoyens de ce pays, puisque c'est l'Assemblée fédérale avec les conseillers aux États, et le conseiller aux États pose un problème de démocratie, en effet, qui participe à cette élection. Donc, l'élection par le peuple, c'est la moindre des choses. Ça ne sera pas une révolution, mais c'est la moindre des choses. Et n'importe quel démocrate devrait la soutenir de tout cœur, quel que soit le défaut d'initiative. Isabelle Moret, c'est vrai que, par exemple, on ne sait pas si vous avez voté, qui vous avez voté lors de la dernière élection. Les votes sont secrets. Est-ce que c'est normal, ça ? Ça permet aux parlementaires de garantir leur indépendance. On ne peut pas faire pression sur eux pour savoir ce qu'ils vont voter, ni leur demander sur ce qu'ils ont voté pour ne pas faire pression sur eux pour la prochaine fois. Est-ce que le peuple n'a pas le droit de savoir ? Alors, est-ce qu'on ne devrait pas étendre ce système à tous les votes du Parlement ? Alors, tous les votes du Parlement sont publics. Tout le reste, tout est public. Vous pouvez vérifier tout ce qu'on a voté, surtout. On va la laisser terminer. Vous pouvez regarder sur Internet, vous savez tout ce qu'on a voté, même sur la petite Internet. Pour garantir notre indépendance dans le choix, c'est très difficile. C'est pas le cas. Vous n'êtes pas indépendant dans les autres sujets ? Si vous subissez des pressions, vous ne serez moins indépendant. Donc vous êtes pour l'opacité. Alors on va la laisser terminer, monsieur Vanek. À l'ensemble des votes du Parlement. Laissez-moi finir. Vous avez raison sur un point. Je pense qu'on peut améliorer la transparence. On a évoqué tout à l'heure la non-élection de monsieur Christophe Blocher. Moi, j'aurais apprécié plus de transparence. En particulier, j'aurais apprécié de pouvoir auditionner Madame Widmer-Schlumpf. Parce que vous savez que les partis, les groupes auditionnent les différents candidats. Surtout si c'est une candidate que l'on ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas Madame Widmer-Schlumpf avant qu'elle soit élue au Conseil fédéral, si ce n'est par quelques articles de presse lorsqu'elle était conseillère d'État. Mais j'aurais
trouvé bien que l'on puisse très ouvertement discuter de sa candidature et l'auditionner. Elle aurait pu aussi être présentée aux citoyens. Moi, je trouve bien, par exemple, lorsque M. Berset ou M. Pierre-Yves Maillard vont à Arena, le pendant d'Infrarouge, débattre avant leur élection au Conseil fédéral de manière à ce que les gens puissent les connaître, voir qui s'intéresse au poste de Conseil fédéral. Donc on peut faire des progrès en matière de transparence pour éviter ce sentiment d'opacité. Mais pour autant, il ne faut pas révolutionner le système parce qu'on parlait, vous sous-entendiez magouille, etc. Mais vous pensez que dans un système d'élection du Conseil fédéral par le peuple... Je ne sous-entendais pas, j'affirmais, je suis prêt à l'affirmer assez carrément. Moi, je prétends ou j'affirme qu'il y aura beaucoup plus de magouilles parce qu'il va y avoir des pressions qui seront faites contre, par exemple, les conseillers fédéraux en place. On en a eu un avant-goût lorsque M. Blocher était au Conseil fédéral. Il y a eu toute une campagne de décrédibilisation contre lui, au point qu'on a fait une séance spéciale au sein du Conseil national qui a été retransmise en direct à la télévision suisse allemande, où M. Blocher a dû expliquer s'il avait tenté de mettre à la porte le procureur fédéral. Alors, une réponse de Oskar Freisinger. À l'inverse, lorsque Mme Wiedmer-Schlumpf a été élue, tentative inverse, des procès-verbaux de la commission de gestion qui sont confidentiels paraissent dans la presse. Donc on voit que chacun essaye de déstabiliser celui qu'ils veulent éjecter du Conseil fédéral. Plus de magouilles par une élection du Conseil fédéral par le peuple. Elle vient de décrire à la perfection les dysfonctionnements du système actuel. Alors, je vous donne un exemple. Quand on parle de l'argent qui aurait une énorme influence, j'ai vécu il y a peu de temps une campagne électorale où j'avais environ 5 à 6 fois moins de moyens financiers que mon adversaire. Vous avez vu le résultat. Donc c'est quand même sous-estimer le peuple suisse de croire qu'il soit à ce point manipulable. Si le trend est bon, si vous avez fait juste, si vous faites une bonne campagne, vous gagnez, quel que soit l'argent en jeu. Et je vous rappelle une deuxième chose, si vous me permettez quand même de terminer là-dessus, c'est que on peut venir dire, là, il y a des gens qui vont pouvoir dépenser beaucoup d'argent, mais les parlementaires qui élisent le Conseil fédéral, allez voir, contempler leur petite liste de liens d'intérêt. Essayez voir de savoir combien ils touchent chaque fois qu'ils sont dans un conseil d'administration. Moi, j'avais fait une motion pour demander cette transparence-là. Et j'ai pas gagné, d'accord. Mais c'est dommage, parce que là, on saurait pourquoi ils élisent telle et telle personne, pourquoi ils votent telle et telle chose. Vous savez, c'est celui qui paye qui commande. Alors, venir me dire qu'il n'y a que des blanches colombes dans ce Parlement, et puis que le peuple est immature... Anthony Adjers. Vous voyez la contradiction. Qui paye commande? Vous avez raison. Qui paye commande? À la dernière élection au Conseil national, au Conseil des États, 2011, l'UDC a mis 15 millions. C'est une estimation parce que l'UDC est complètement opaque. Elle ne veut pas dire combien d'argent elle met dans ses campagnes, ni qui lui donne cet argent. Dites-moi, vous savez qui met l'argent? Vous savez qui met? Dites-moi le nom. Vous le savez. Non, c'est pas public. Vous le savez. Eh bien, je vous le dis. Christophe Blocher. À tout, 15 millions. Ah oui. Alors, et en même temps, vous dites que l'argent ne compte pas. Vous voulez savoir autre chose? Je vous dis, il n'y a pas de problème. Alors, publiez vos comptes. C'est transparent. Publiez-le. C'est transparent. Je vous le dis ouvertement. Là, la télévision, je ne peux pas le faire plus ouvertement. Mais c'est intéressant, parce que vous venez de dire avant que l'argent, ça ne comptait pas pour une élection. Donc, vous êtes en train de traiter M. Blocher de stupide. Parce que c'est un entrepreneur qui met 15 millions alors que ça ne sert à rien. C'est vos propres paroles. Mais vous avez dit l'argent n'a pas d'impact. Donc, vous voyez la contradiction. Qui paye commande? Mais en fait, l'argent qui est mis, ça sert à rien. Mais oui, parce qu'ils ont mal utilisé cet argent. C'est une mauvaise campagne. Mathias Renard, vous dites il faut une élection du Conseil fédéral par le peuple va de pair avec une loi sur la transparence dans le financement des campagnes. La loi sur la transparence, elle est nécessaire de façon générale, avec ou sans élection du Conseil fédéral par le peuple. Le problème est là aujourd'hui, le problème est dénoncé au niveau international, le problème est clair. Alors, il y a effectivement un élément qui a été évoqué par M. Freisinger, qui est les liens d'intérêt et combien on gagne avec ces liens d'intérêt. C'est très bien que M. Freisinger aille dans ce sens-là. Ce qui pose un peu plus problème, c'est quand on a une motion d'une commission du Conseil des États qui vient l'année passée sur notre bureau au Conseil national, et qui demande d'avoir un financement transparent, qu'on sache d'où vient l'argent dans les partis politiques pour les campagnes électorales, M. Freisinger ne la soutient pas. Oui, alors, il faut avoir une certaine cohérence. Et si on veut effectivement un système où on a des droits populaires renforcés, et je suis favorable parce que je pense qu'un élu, finalement, c'est toujours quelqu'un qui est un mandataire du peuple, quelqu'un qui est un élu du peuple pendant quelques années, et ça s'arrête là, rien de plus.
Mais alors à ce niveau-là, c'est très important d'avoir des règles qui soient bien fixées, des règles au niveau du financement, que ce soit avec des limites et que ce soit avec une transparence. Alors, est-ce que vous n'avez pas fixé suffisamment de règles, Monsieur Freisinger? Alors là, il y a une différence. Je suis pour la transparence donc dans les liens d'intérêt des parlementaires, parce que c'est clair que là, directement, il y a une sorte de salaire qui est payé. Hein. Je sais que dans certains conseils d'administration, ça peut aller jusqu'à 500 000 francs. Il y a différents montants. Hein. L'UBS, c'était 500 000 francs, Novartis, c'était 300 000 et des choses comme ça. Par contre, les partis politiques, j'ai un problème. Moi, en Valais, si les dons qu'on me fait à l'UDC Valais devaient être publics, il n'y a plus personne qui te donne un centime. Parce qu'ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Non, mais c'est égal. Ils ont peur de donner de l'argent parce qu'à ce moment-là, si leur nom devait être connu, ça les embête parce que le tissu économique est tenu par une certaine classe politique, etc. Ils ne me donneraient plus rien. Donc je me trouverais privé de moyens. Et je pense que le même problème en Valais pour le Parti Socialiste, ça risque d'être un problème. Pas financé par des grandes entreprises. Au-delà de la transparence, on a entendu Freisinger dire oui, les 15 millions c'est Blocher, etc. Puis ensuite plaider contre la transparence pour toutes sortes de raisons. Mais au-delà de la transparence, il y a un autre élément nécessaire, à mon avis, c'est simplement le plafonnement des dépenses politiques. Il faut qu'on ne puisse pas mettre en jeu des centaines de millions ou des dizaines de millions dans les campagnes. Il faut que les campagnes se fassent essentiellement avec des médias publics, avec des moyens mis à disposition des idées des uns et des autres, et que les citoyens... C'est ce qu'on fait ce soir et je vous en sais gré, et que les citoyens se déterminent sans que l'argent ne soit balancé dans l'arène politique comme il est aujourd'hui, et comme Freisinger a déclaré que Blocher le faisait je donne un exemple de l'utilisation pour son parti. Maintenant, j'aimerais revenir quand même, parce que là, on est sur le fric. Si on devait suivre votre argument, donc pas autoriser le peuple à élire le Conseil fédéral parce que les dispositions ne sont pas satisfaisantes en matière de transparence ou de plafonnement de campagne, il faudrait, en attendant que ces dispositions rentrent en vigueur, revenir en arrière sur l'élection du Conseil national par le peuple et introduire toutes sortes de régressions démocratiques. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas aller en arrière. J'aime bien votre idée, M. Vanek. Et de ce point de vue-là, vous savez très bien, M. Vanek, que le débat n'est pas la même chose quand il a lieu au niveau fédéral. Et on l'a vu en Valais. On l'a vu en Valais où, effectivement, quand c'est dans un canton, on peut avoir un débat et qui ne joue pas uniquement sur l'argent. Confédération sont des arènes où les débats sont un peu similaires et il n'y a pas de raison que dans les cantons on élise les on va exécutifs par le progresser dans le peuple, débat. pas Cette question de l'échelle la proximité des électeurs avec leurs élus. Antonio Gers, vous êtes candidat pour être conseiller d'État à Genève, ça sera cet automne. Pourquoi ça serait si différent finalement? On voit qu'on élit les conseillers d'État. Pourquoi est-ce qu'on n'élirait pas les conseillers fédéraux? C'est quoi la différence? La taille. La démocratie suisse est basée sur 26 cantons. Et dans les cantons, l'avantage, et c'est un des secrets, en tout cas une chose qui pour moi est très importante, qui me tient à cœur, c'est la proximité. Quand vous êtes candidat au Conseil d'État, comme l'a été M. Freisinger dans un canton, vous pouvez aller voir les associations, les stands, les Stamm. Vous rencontrez la population parce qu'il y a une espèce de taille humaine, quelque part, qui fait que vous pouvez garder cette culture politique de l'élu suisse qui est accessible. Pour être démocratique. Et le fait c'est que la Suisse est une fédération, finalement, est un État fédéral. Et cette campagne de proximité qui est possible au niveau cantonal ne sera plus au niveau fédéral. Si vous êtes au niveau fédéral, c'est à la française. C'est les grands médias, les grands meetings, les flyers, les campagnes d'affichage, avec toute cette distance qui se crée entre la population et ses élus. Et voyez, on a un exemple en France, c'est flagrant, la différence entre ces élus qu'on voit à la télé, mais qui n'ont pas cette proximité. Et cette proximité-là... Alors, Jacques Dayon, oui, mais je suis désolé, je ne peux pas laisser. Cette comparaison-là, elle est totalement illusoire. On n'est pas en France, on n'a pas la même mentalité. Donc de dire, parce qu'on va les élire au niveau fédéral, la Suisse trop grande, je veux dire 300 km de large, c'est acceptable. Vous pensez que vous pourrez faire tous les Stamm au niveau suisse? Mais il ne s'agit pas simplement... Vous pensez que M. Freisinger, la campagne qu'il a fait en Valais... Monsieur Rogers, il ne s'agit pas d'aller dans tous les marchés, mais au moins, si déjà les conseillers, on parlait des minorités, certainement qu'on va y venir, mais un Tessinois qui est candidat pour le Conseil fédéral, qui lui prend la peine de passer les Alpes et de venir en Romandie faire campagne, venir en Suisse alémanique faire campagne, ça fera connaître des politiciens tessinois, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On les a à Berne, ils sont élus à Berne, nous on les connaît pas. Alors de venir me dire que c'est pas possible de faire une campagne, c'est pas vrai, c'est possible. Ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre plus d'énergie que dans le canton du Valais, peut-être. Plus d'argent. Non mais pendant ce temps, pendant que les conseils fédéraux qui travaillera au Conseil fédéral pendant ce temps? Oscar Freisinger. C'est une vraie question ça quand même. La campagne électorale en Valais, pour donner cet exemple, a duré 2 mois. Vous n'étiez pas conseiller d'État. 2 mois.
quand vous avez fait campagne. Oui, mais ça a pris 2 mois, hein, d'accord, de janvier au début mars. Les gens se font pas Je n'ai en pas vrai. fait un seul meeting, si ce n'est l'Assemblée générale où on m'a élu candidat. Sinon, je n'ai pas fait un seul meeting. J'ai parlé avec un de mes adversaires politiques du PDC qui a fait 60 soirées. Je lui ai dit, tes 60 soirées, combien de personnes là-dedans sont venues qui n'auraient pas voté pour toi? Elle me dit, oh oui, ils auraient de toute façon presque tous voté pour moi. Alors, tu as gagné quoi? En 60 soirées, tu as gagné quoi? 200, 300 électeurs? C'est pas par ces biais-là que ça se passe. De nos jours, vous avez pas fait avec de campagne de terrain? Facebook, non, j'ai pas fait de campagne de terrain. Zéro. Alors, quand vous voyez Zéro serrer les campagne gens, de c'est terrain. Alors peut-être que c'est une exception, Oscar Ça passe par Freisinger. Facebook, par Twitter, ça passe par les médias comme la télévision, alors, par la radio, Jacques- etc. Monsieur Dayon, Et ça, Pascal au niveau de la Couchepin, Suisse comme au niveau du canton, c'est l'ancien devenu un grand conseiller village. fédéral Pascal Couchepin a dit ça ne serait pas une élection par le peuple, mais par les médias. C'est quand même un risque, ça. Mais ça Comment l'est déjà. Antonio Hodgers, qui est de Genève, peut se faire connaître en Appenzell? C'est un vrai problème, ça, quand Alors, même. c'est un vrai problème. Surtout qu'il parce parle très bien que suisse allemand. on parle, mais à ce niveau-là, c'est un problème qui est surmontable. Mais je crois que la question, elle est juste, qui travaillera? On touche là aussi au cœur même de la fonction du conseiller fédéral. Est-ce que le conseiller fédéral est un chef de département, une espèce de fonctionnaire élu par le Parlement, ou est-ce qu'il est un chef politique qui doit d'abord incarner une vision et peut-être, alors à ce moment-là, peut-être qu'il y a des réformes à faire au niveau des nombres de scrutins. S'il Oui, n'est il faut jamais être là au pour Parlement l'incarner. pour l'incarner, Mais il ne les sera pas convaincre, les jamais, il parlementaires. fait campagne Il pendant fera 2 mois campagne. avant le scrutin, c'est tout. Et c'est pas que les médias qui vont les élire. Tous les arguments sur les inconvénients de l'élection, parce que ça va prendre du temps. J'ai entendu Antonio Hodgers au début, ça va prendre du temps, c'est pas une bonne idée, etc. Ça va casser la mécanique huilée de la concordance et de la formule magique. C'est des arguments qu'on peut apporter à l'appui d'une cooptation du Parlement par soi-même. Il faut arrêter avec ces campagnes. C'est des arguments c'est des inconvénients, certes, mais c'est des inconvénients que vous pouvez opposer à n'importe quelle forme de démocratie. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Il faut mettre des gestionnaires qui feront ça dans leur coin et qui feront fonctionner une mécanique bien huilée. Et vous n'êtes pas un démocrate quand vous défendez ce genre d'idées. Non, Monsieur Vanek, parce que nous sommes dans un régime parlementaire et la force de la Suisse, et sa différence par rapport aux nations qui nous entourent, c'est la force du Parlement vis-à-vis du gouvernement. Et je suis surpris qu'un homme de gauche comme vous veuille renforcer le pouvoir exécutif aux dépens du pouvoir législatif. Donc vous défendez et la votre Suisse, votre propre pouvoir, en gros. non, Si je mais devais comprendre ce que j'entends. on est élu par le peuple, comme sûr. tout le monde, c'est un équilibre. La Suisse, de nouveau, c'est la diversité politique, c'est l'équilibre des minorités. Et un Parlement... Alors, Mathias Renard voulait intervenir. Et au Parlement, cet Ça fait équilibre combien est de temps beaucoup qu'il n'y a mieux plus de équilibré Tessinois que... présentés au Conseil? Alors, Mathias Renard, on va laisser la Pour parole à rebondir Mathias sur ce qui vient Renard. d'être dit par M. Hodgers et pour ouvrir le débat à cette question qui me semble quand même assez importante, c'est la question du respect des minorités linguistiques, du respect de toutes les régions de ce pays. C'est particulièrement sensible dans un pays comme la Suisse, avec ses 4 langues, avec ses régions tout à fait différentes. L'initiative de l'UDC apporte une réponse qui est extrêmement mauvaise. Elle demande qu'il y ait 2 sièges pour la minorité. Au moins La minorité. Vous savez très bien que c'est impossible que la minorité romande et tessinoise en ait davantage. Avec 2 sièges sur 7, ça fait, si mes calculs sont bons, 28% des sièges du Conseil fédéral. Donc ça pose déjà un premier problème parce que c'est inférieur à la vraie représentation de cette partie de la Suisse. Et C'est à entre mon 25 avis, et 30%. C'est quoi selon les chiffres que j'ai pu trouver avec les dernières statistiques, on est autour des 30%. Et puis je trouve que c'est extrêmement important que dans un pays, eh bien, les minorités linguistiques, les minorités de région soient mieux traitées, soient traitées de la manière optimale. Le deuxième problème, c'est qu'elle enlève toute chance pour le Tessin d'avoir un élu. Et c'est pour ça que les parlementaires tessinois sont extrêmement contre cette initiative. Et puis enfin, pour terminer, ça institutionnalise la question linguistique. Et ça, c'est extrêmement important. En mettant un quota de cette façon-là, eh bien finalement, on arrive à un système un peu à la belge, Donc les où quotas pour les femmes, on ça va, mais pas les quotas pour les met un blancs. quota de région linguistique au sein d'un exécutif. Et ça, c'est extrêmement négatif. On a Oscar ce genre de Freisinger. système qui fonctionne, qui a fait ses preuves à Berne. Ils ont avec un système de représentation. bilingue. D'accord, ouais. Et puis on va aller à travers des circonscriptions. Mais parlons parce du qu'on est Valais, bilingue. Et à Fribourg. Donc on a 3 cantons qui ont ce système. Donc c'est pas une nouveauté. Mais si, ils ont un système Parlons où du ils Valais, garantissent. Monsieur Freisinger, vous connaissez le cas du Valais. Oui, mais ils ont Le cas du Valais. Ils garantissent à la minorité une représentation. On va laisser Un siège. au moins Oui, un siège. Valaisan. Et on Mais les s'aperçoit- Hauts-Valaisans en ont toujours 2 parce en ont toujours 2. qu'il y a comme ça effectivement. Et c'est le un peuple réflexe qui élit. arrive. Et c'est le Oui, peuple tout à qui fait. élit. Et le Tout à peuple a fait, la mais sagesse pas avec de des bien quotas de cette représenter cette façon-là, minorité. Monsieur Freisinger. Mais Pas avec ici, des quotas de cette façon-là. maintenant, on donne au moins 2 candidats aux minoritaires. Bien.
Qui détermine les candidats? Actuellement, c'est les partis. C'est les partis qui présentent des candidats. Les partis ont toujours à cœur de présenter celui qu'ils considèrent comme étant le meilleur candidat, celui qui a le plus de chances, qui est le plus populaire et qui est le plus efficace, etc., qui a ces qualités-là. Eh bien, dans le futur, ce sera la même chose. Les partis ne vont pas quand même se priver d'un superbe candidat pour le simple fait qu'il soit tessinois. Qu'il soit tessinois, qu'il soit genevois, c'est égal. C'est Isabelle Moret. Le parti va le présenter. C'est mathématique. C'est évident que les partis présenteront plus de tessinois. Parce que simplement, les sièges réservés... Les tessinois, c'est du racisme ou bien c'est quoi? Les sièges réservés aux romans, alors roman aura beaucoup plus de chances de l'avoir. Et moi, ce qui me dérange dans ce système... Il faut dire qu'il y a 4 romans pour un tessinois. C'est à peu près l'heure. On va laisser Madame Moret s'exprimer. Momentanément, la situation des tessinoises n'est pas à envier. C'est juste qu'il n'y a plus de tessinois depuis 1999 et le Parlement s'est rendu compte du problème. C'est Flavio Cotti, dernier représentant. Mais là, il n'y aura plus de tessinois du tout, parce qu'ils n'auront aucune chance d'élection, donc les partis ne les présenteront même pas. Les partis choisissent. En plus, c'est ça. On pense que le peuple aura beaucoup de choix, il va pouvoir choisir entre plusieurs candidats. Non. En fait, les principaux partis vont présenter un roman, donc il y aura un socialiste roman. On ne pourra pas choisir, par exemple, M. Berset, M. Pierre-Yves Maillard. Non. Ce sera le Parti socialiste suisse qui va choisir quel est le candidat qui a le plus de chances d'être élu. Et puis les latins n'auront pas le choix s'ils veulent leur représentant latin. Bon, ce sera ce socialiste choisi par le Parti socialiste suisse qu'ils devront élire, sinon rien. On dit quand même que ce sont les Alémaniques qui choisiront les conseillers fédéraux romans. Non, puisque... Non, attention. Celui qui aura eu le meilleur résultat dans sa partie linguistique sera pris en compte. Et puis les candidats suisses-allemands, voilà. parfois, on ira le repêcher. C'est quand même la région linguistique qui déterminera ses candidats. Donc ça, c'est sûr. C'est pas les Suisses allemands qui peuvent l'imposer. Ça, c'est certain. Mais M. Freisinger, vous vous rendez certainement bien compte vous-même que le système majoritaire qui a été choisi avec cette initiative n'est justement pas le bon. N'est justement pas le bon pour le respect des équilibres et pour le respect aussi de la représentation des partis, parce qu'on est dans un système de concordance. Et avec un système majoritaire, on va avoir un risque clair d'avoir des partis sous-représentés, des partis surreprésentés. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je partage la critique sur le système actuel, mais avec un système au majoritaire, eh bien, on va se retrouver avec le même genre de problème de surreprésentation et de surreprésentation. Alors ça, c'est le paradoxe. Avec un système majoritaire, les UDC auront moins de chances qu'avec un système proportionnel d'accéder au Conseil fédéral. On prend en compte seulement les voix obtenues par les candidats. Donc c'est un majoritaire modéré. Alors pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est un système majoritaire modéré. Donc où vous avez une chance d'être élu au premier tour, mettons en gros à 33% ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas la majoritaire à passer 50% au premier tour. Donc, vu que c'est adouci de cette manière, l'avantage du système majoritaire, c'est que réellement, c'est un vote pour une personne. C'est pas un vote pour une liste. Sinon, c'est clair, le proportionnel, c'est la liste. Alors là, ils mettront une nuée de candidats et ce sera difficile, effectivement, de tous les faire connaître. Alors que là, on s'axe sur certains caractères forts, sur certaines personnalités fortes. Pour cette raison qu'on peut défendre ce type de scrutin majoritaire. Antonio Gers. J'aimerais revenir sur la problématique de l'élection des romans, parce que je pense comme Mme Moret que les Tessinois auront très peu de chance. Qu'est-ce qui va se passer? Les Alémaniques vont, nos compatriotes, les citoyens, ils auront le choix. Peut-être il y a 2 candidatures romandes, prenons une candidature fictive. Madame Dupont, conseillère d'État vaudoise, très connue, très reconnue par les romans, et son opposant, M. Muller, qui est d'un autre canton roman, conseiller national d'origine alémanique, et qui, lui, comme conseiller national, qui maîtrise l'allemand, le suisse-allemand, il est souvent à Arena, il est souvent dans les médias alémaniques. Nos compatriotes alémaniques, quand ils auront le choix entre Mme Dupont et M. Muller, ils vont choisir le Belge qui parle bien comme nous, celui qui parle le suisse-allemand. Mais les romans, qu'est-ce qu'ils risquent de faire? Ils risquent de choisir Mme Dupont parce qu'ils la connaissent mieux. Donc, que se passera-t-il le dimanche des élections où les romans auront voté pour Mme Dupont, mais le représentant de la Romandie, ça sera M. Muller parce qu'il aura obtenu beaucoup plus de suffrages en Suisse alémanique. Monsieur Freisinger, ça sera le début de la fin de la Suisse. Parce que si au Conseil fédéral, vous avez 2 représentants romans dans lesquels les romans ne se reconnaissent pas, c'est la fin de cette nation de volonté, cette envie d'être ensemble qu'ont les Suisses. Et ça, c'est un risque pour moi majeur. D'ailleurs, cet argument, pour moi, surplombe tous les autres parce qu'il atteint à l'essence même de notre problème. Le début de la fin de la Suisse, Oscar Freisinger. Suisse-allemand, il ne sera pas présenté par son parti. Mais bien sûr, regardez Jean Ziegler.
Uli Leuenberger, Maria-Ruth Bernasconi, Peter Tschop. Rien que pour Genève, nous avons souvent envoyé Mais des Genève, Suisses c'est allemands. spécial. Non, mais même les autres cantons le font. Oui, parce que peut-être... Un Jean Ziegler. Non, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des alémaniques qui mènent une vraie carrière en Suisse romande, et c'est tant mieux. L'inverse est d'ailleurs beaucoup moins vrai. Hein. Il y a beaucoup moins de romans qui arrivent à mener des carrières en Suisse alémanique. Mais aujourd'hui, et c'est l'autre problème, si vous me permettez encore, le problème institutionnel, qui va déterminer qui est un latin? La Suisse, contrairement à la Belgique, a toujours pris le soin de ne jamais tracer une frontière administrative précise entre les régions linguistiques. Mais mieux, elle s'est débrouillée pour que ces régions linguistiques elles soient à l'intérieur des cantons et pas sur les frontières. La Belgique a fait l'inverse. Ils ont tracé une frontière administrative pour les francophones, pour les flamands et pour les germanophones. Et ça, c'est un avantage indéniable parce que finalement, la Constitution et les lois suisses ne précisent jamais où est la frontière. Bienne, un candidat biennois. Bienne, son vrai nom, c'est Bill Bienne. C'est un roman, c'est un alémanique. On va regarder dans quel quartier il habite, mais s'il déménage de 3 rues. Et avec votre initiative, il faudra faire une loi d'application pour bien déterminer quels sont ces deux sièges latins. Alors, réponse, Monsieur Dayon. On disait la Suisse n'existe pas. Est-ce que les latins, ça n'existe pas en Suisse? La notion, c'est assez comique d'entendre dire on n'a jamais voulu définir clairement. Je peux vous dire qu'entre nous, on sait assez qui est roman, qui est alémanique. À Fribourg, je viens d'un canton bilingue. Les Saint-Ginois, on sait où ils habitent, on sait où les autres habitent. Et c'est pas un problème. Alors pourquoi M. Valère était le candidat J'accepte pas l'argument qui dit, en gros, le pauvre roman, il va devoir apprendre le suisse allemand, il doit devoir aller à la rencontre des alémaniques, autrement il n'a aucune chance d'être élu. Ça, en substance, c'est ce que vous avez dit. Le monsieur Muller, il a une chance d'être élu parce qu'il parle le suisse allemand. Nous, on a ce problème à Fribourg de devoir parler l'allemand. Vous allez couper les cantons bilingues en deux. C'est ça la réalité de votre initiative. Mais bien sûr, parce qu'un candidat pour l'exemple du Valais, un candidat au Valaisan. Monsieur Schwaller, pour vous, il est roman. Alors pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je vous promets d'être très court exceptionnellement. Tout ce débat est byzantin, démonstration compliquée. Il y a des séparations bien plus importantes que celles entre roman et alémanique en matière politique et en matière de gouvernement de ce pays. Je suis infiniment plus représenté par un Jean Ziegler que vous avez évoqué et traité de Suisse allemand, qui profitait de son statut de Suisse allemand. Non, j'ai énormément de je retire. On ne va pas débattre de Jean Ziegler ce soir. Vous avez indiqué qu'il était Suisse allemand que par l'oiseau qui est au bout de la table, qui peut se présenter comme un roman. Sérieusement, les différences politiques essentielles, elles sont sur la politique sociale, elles sont sur la fiscalité, elles sont sur le type de société que nous voulons construire dans ce pays. Donc pas de clivage roman, alémanique, tessinois. Elles sont largement dépassées par les clivages politiques et c'est normal qu'en matière démocratique, ce sont les questions politiques qui priment sur les divisions régionales ou linguistiques. Là où je suis d'accord avec M. Vanek, c'est que je me sens davantage représenté par un socialiste suisse-allemand que par un UDC valaisan. Tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, là où on a quand même un problème, des exemples au hasard. Maintenant, là où on a 10 jours de congé, là où on a effectivement un problème, vous dire qu'il est votre chef aujourd'hui. C'est qu'on institutionnalise les régions linguistiques et ça pose particulièrement problème dans nos cantons. Ça pose problème dans nos cantons parce que le canton bilingue, comme le canton de Fribourg ou le canton du Valais, eh bien, va se retrouver avec un canton coupé en deux où le représentant de la Suisse romande, eh bien, ce sera celui du Bas-Valais, et puis celui du Haut-Valais, du Valais alémanique, germanophone, eh bien, il sera dans une autre région et ça coupe comme ça les cantons en deux, et ça pose un vrai problème. Alors peut-être, il reste quelques minutes à ce débat, une dizaine de minutes à peu près. Il y a quand même une question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. C'est qui sont les personnalités qui doivent nous gouverner, qui on veut pour nous gouverner. Quand même, Isabelle, Madame Moret, quand vous avez vu que c'était Schneider-Hammann qui était élu et non pas Karine Keller-Souter, Schneider-Hammann, c'est souvent l'exemple qu'on prend pour dire les souris grises au Conseil fédéral, donc il est PLR. Est-ce que quand même, là, vous vous dites pas, on est passé à côté d'une personnalité pour représenter notre parti? Alors, Karine Keller-Souter, qui était extrêmement populaire. Elle est toujours extrêmement populaire, brillante et médiatique, mais finalement, je pense que c'est un choix de l'Assemblée fédérale de ne pas avoir offert au PLR sa personnalité la plus médiatique. Parce que vous savez que... Eh bien, voilà qu'on y arrive. C'est exactement ça. Merci de le confirmer. Nous avions 2 bons candidats. Madame Karine Keller-Souter était une excellente conseillère fédérale. Elle le sera peut-être encore parce qu'elle est jeune. Et je pense que M. Schneider-Hammann est aussi un excellent
selon le Conseil fédéral. Je me réfère simplement à notre taux de chômage en Suisse. Mais finalement, avec l'élection au Conseil fédéral par le peuple, on va surtout choisir les candidats les plus médiatiques et les plus populaires en réfléchissant pas à ce qui est le plus important, c'est-à-dire les candidats les plus compétents et ceux qui vont véritablement s'intéresser à l'avenir du pays. Par exemple, Pierre Maillard, un vaudois comme vous. Populaire, forcément, n'est pas compétent. Il peut être les deux, mais pas forcément. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que un des piliers de notre pays, c'est l'équilibre. Alors peut-être qu'on n'y arrive pas toujours lorsqu'on élit les conseillers fédéraux par le Parlement, mais on cherche quand même l'équilibre. L'équilibre non seulement entre les communautés linguistiques, mais aussi entre les régions, entre les sexes, entre les personnalités. Avec l'élection là, on aura en une seule fois certains qui passeront en premier tour, puis ensuite certains qui passeront au deuxième tour. Et on n'aura pas cette possibilité de chercher l'équilibre. Et tout d'un coup, on peut se retrouver avec, 5 Zurichois. Aucune garantie d'essayer de représenter les régions. Parce que finalement, M. Freisinger vient de nous dire qu'il a été élu grâce à sa notoriété. Et ceux qui proviennent de grands cantons ont, de par leur origine, plus de notoriété et plus un bassin de voix plus grand. Donc inévitablement, les partis vont présenter des gens qui viennent des plus grands cantons. Et on n'aura plus cette possibilité d'avoir une représentation. C'est vrai qu'on a parlé des minorités linguistiques. Et quid des petits cantons, Mais Oscar Freisinger? Les petits cantons, il y en a 5 ou 6 qui n'ont jamais eu de conseiller fédéral jusqu'à présent. Jamais. Depuis 1840. Et alors, c'est bien ça? Avec le système actuel. Oui, mais ils auront Donc dans le futur, ils auront encore moins de chances dans le futur si l'initiative était... Mais pourquoi s'il y a un Uranais, tout à coup, qui crève l'écran parce que c'est vraiment une personnalité hors du commun, il a toutes ses chances. Et le peuple sait reconnaître les animaux alpha, il sait reconnaître les leaders. C'est comme ça. Mais oui, et il va les lire. C'est une question de personne. Si vous Mais vous venez nous donner un exemple du dysfonctionnement du système actuel parce que, en gros, ce que vous nous avez dit, le Parlement a préféré Schneider-Hammann parce que c'est un type compétent, et puis elle était trop populaire. La Keller sous terre. Bon, Keller sous terre, c'est vrai que Keller est souvent sous terre. Alors là, ils l'ont enterré, c'est sûr. Hein. Vous avez aussi présenté votre propre candidat en challengeant le siège du PLR, ce qui empêchait le Parlement de choisir aussi librement. Vous excuserez si on a présenté un candidat, parce qu'alors il aurait fallu quoi? Alors Antonio Gers, est-ce que finalement le peuple n'est pas apte à élire quand même des conseillers fédéraux et populaires et compétents? Tout à fait. Moi, je ne fais pas de distinction. Je ne dis pas que le peuple, que l'Assemblée fédérale élit mieux que le peuple. Les deux peuvent se tromper d'ailleurs. Et je ne viendrai pas à l'esprit de remettre en question votre compétence. Mais ce qui est intéressant, c'est quand M. Freisinger a dit oui, il faut élire des animaux alpha. On veut des machos. On veut des mecs, il faut le dire, parce que dans son esprit, c'est un profil extrêmement masculin, c'est qui en jette. Et cette culture politique-là, des politiciens grande gueule, qui sont tout le temps dans les médias, qui sont tout le temps dans la provoque, etc., ce n'est pas ce qui a fait la Suisse, ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas ce qui provoque cet équilibre de nouveau subtil et politique et régional. Donc c'est intéressant parce que lui il plaide pour cette initiative avec cet argument-là et moi je ne veux pas, ça ne me dérange pas qu'il y en ait de temps en temps. Je ne suis pas contre les animaux alpha, mais je ne veux pas qu'il y en ait 7, je veux qu'il y ait un équilibre. Petite souris grise entre deux comme mais ça. c'est quoi une petite souris grise? Vous pensez à Mme Widmer-Schulz, elle est discrète, elle est modeste, elle ne paye pas de mine. Qu'est-ce qu'elle bosse? Qu'est-ce qu'elle est présente? Ah oui. Regardez la notoriété. Génial, alors. Regardez la notoriété. Regardez où en est la Suisse avec son système bancaire et sa politique économique. Je crois qu'on ne trouvera jamais un UDC qui va défendre Madame Widmer-Schulz. On la juge pour son apparence et pour son style, alors que c'est vraiment. Mais ça n'a rien à voir. Comme d'autres dames, c'est vraiment des gens qui bossent. Parce que parlons de Micheline Calmiret qui est favorable à l'élection par le peuple. Tout à fait. Et Pierre-Yves Maillard aussi. Et Pierre-Yves Maillard aussi. Et tous les gens sensés à gauche sont évidemment favorables à cette chose démocratique. Non, et certains qui sont moins sensés peuvent être favorables. Mais c'est pas ça. Le point sur Madame. Non, je voulais intervenir dans ce débat sur les hommes et les machos et les alphas, etc. On peut accuser Madame Calmiret de beaucoup de choses, mais pas d'être un homme. Et elle a été élue au Conseil fédéral et je l'ai vue de l'intérieur du Parlement, où j'étais du Parlement genevois. J'ai vu ce qu'elle a dû faire pour quitter sa fonction de conseillère d'État et se rendre acceptable et compatible pour être portée à Berne. Elle a dû se déjuger sur un certain nombre de choses fondamentales, comme par exemple le secret bancaire, tout d'un coup une conversion dans les 2 mois avant son élection pour faire plaisir à l'UDC, de défendre le secret bancaire dans le Parlement. On en a débattu, vous étiez là, je crois, dans le Parlement genevois. C'est affreux.
c'est affreux de le voir passer sous ce type de fauche codine, alors qu'une élection populaire on arrive à la question de la collégialité. ne l'aurait pas amené on arrive à la question, Monsieur Valesque. à ce type de reniement et qui me font le cœur pour elle. C'est une responsabilité personnelle, Madame Calmiret. Personne demande à un candidat de se trahir. Si on fait pas il n'empêche, Monsieur Freisinger, juste une question. On n'a aucune chance d'être élu. Aujourd'hui, un conseiller fédéral doit souvent aller à l'encontre de son parti. Est-ce qu'il pourra, dans un système futur comme ça, finalement, s'il veut être populaire, est-ce qu'il pourra parfois être collégial et aller à l'encontre de son parti? Mais bien sûr. La collégialité ne va pas être mise à mal. Je suis dans la même situation au niveau cantonal, maintenant dans le gouvernement. Donc, vous n'avez fait que 3 semaines, on attend de voir. Oui, mais les débats ont déjà... Il y a des débats où on n'est pas d'accord dans le gouvernement, mais ensuite, la décision est prise, je ne vais pas la remettre en question publiquement, dès le moment où elle était prise dans le collège. Mais il faut que le débat ait lieu dans ce collège. Alors, si vous avez des gens qui se caressent dans le sens du poil, on s'entend parce qu'on est tous de bonne compagnie. Ça, c'est en défaveur de la démocratie, c'est pas un bon système. Et puis en plus, si vous mettez que des souris grises là-dedans, allez montrer les dents à l'extérieur pour défendre les intérêts suisses face aux Américains et face à l'Union européenne, bonjour les dégâts. C'est ce qu'on vit depuis quelques années. Donc vous avez M. Merz qui dit les valises des 2 otages sont déjà venues, bientôt les otages suivront. Alors ça c'est vraiment... Vous pensez que les conseillers fédéraux... En période de crise, on a souvent dit on n'a pas un conseil fédéral suffisamment fort, notamment durant la crise Mais quand ils passeront leur temps à se tirer dans les pattes, à faire des ruptures de collégialité dans les journaux du dimanche, vous pensez que ça ira mieux? Il y aura des ruptures de collégialité. Et vous pensez que les conseillers fédéraux seront courageux? Est-ce qu'ils viendront avec des projets impopulaires, sachant que dans une année ou dans 2 ans, ils devront se faire élire par le peuple? Actuellement, ils viennent avec des projets difficiles, ils essaient d'expliquer des choses difficiles. Ils sont plus populaires auprès du peuple, mais du Parlement. Non, ils sont payés par moi, je préfère les citoyens. Là, plus aucun conseiller fédéral ne viendra avec un projet difficile. À l'inverse, chaque fois qu'un conseiller fédéral réussira quelque chose de très bien, qu'il obtiendra une victoire devant les citoyens lors d'une votation, eh bien les autres essayeront de lui tirer dans les pattes. On assistera à une guéguerre au sein du Conseil fédéral, alors que fait partie de la collégialité. On l'a vu la précédente législature, il y avait toujours des éléments confidentiels qui sortaient du Conseil fédéral. C'est un raccourci. Depuis des décennies, on a des conseillers d'État élus par le peuple dans un collège et la Suisse n'est pas à feu et à sang. Il n'y a pas eu de révolution, on n'a pas eu d'émeute. La couverture médiatique est très différente. Alors c'est la couverture médiatique d'un canton. Si on vient sur le Conseil fédéral, je suis désolé, Madame Moret, ils vont devoir se rendre populaires auprès... Monsieur Dayon, pas tous en même temps, sinon on n'y comprend rien. Aujourd'hui, vous nous le dites encore, il faut qu'ils se rendent acceptable pour le Parlement. Donc en gros, on est dans une situation où... Ils ont la possibilité de très honnêtement expliquer leur position lors des auditions. Ne me faites pas gober que le PLR ou que l'UDC ou que n'importe quel parti sous les chambres va élire le mec le mieux, le plus compétent, le mieux pour le dossier. Il va élire celui qui ne lui pose aucun problème politique. C'est ça la réalité du vote au Parlement. Alors, comme le monsieur les exemples sont justement, on va les compter sur les doigts d'une main. C'est arrangé avec monsieur Bodenman au niveau du Valais. Monsieur Bodenman devenait conseiller d'État et en contrepartie du Parti socialiste. On ne va pas refaire le passé. Mathias Renard voulait intervenir. Je suis désolé. Oui, je suis un petit peu embêté parfois dans ce débat parce que ça m'arrive assez régulièrement d'être d'accord avec les personnes qui sont opposées à moi. Je rappelle que vous allez voter non. Je vais voter non. Peut-être revenir sur... à douter. Non, il est arrivé en doutant. Non, monsieur Freisinger. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas dire que l'élection populaire d'un exécutif pousse à rompre la collégialité. Je pense qu'il y a assez d'exemples dans les cantons. L'exemple de Maillard est, à mon avis, un exemple assez intéressant. Moi, si je peux faire une sorte de petite synthèse, je ne veux pas d'un conseil fédéral où c'est les plus mous, les plus consensuels, les plus discrets qui sont élus. Je veux un conseil fédéral où on a des gens qui ont une vision pour le pays, qui ont envie de s'engager, qui doivent être un petit peu des leaders, qui portent des visions et des projets derrière lesquels le peuple a envie d'aller. Et ça doit être quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je suis pour l'élection du conseil fédéral par le peuple. Mais je ne veux pas d'un conseil fédéral où les élus, finalement, sont les élus qui ont le plus d'argent et qui mettent à mal, finalement, la cohérence qu'on a dans ce pays au niveau des régions linguistiques. Et ça me semble vraiment l'argument le plus essentiel. Merci. On arrive au terme de ce débat. Très rapidement, Oskar Freisinger, un argument en faveur de l'initiative. Le peuple est souverain. J'ai confiance dans l'intelligence de mes concitoyens qui sont tout à fait à même de savoir qui doit diriger ce pays. Antonio Gers, pourquoi il faudrait voter non le 9 juin prochain? Le Conseil fédéral n'a pas un problème de légitimité aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est renforcer sa capacité d'action, éventuellement augmenter le nombre de ministres et aller vraiment sur un Conseil fédéral qui bosse, qui est présent, qui défend la Suisse à l'étranger et non pas qui se fait des petites guéguerres dans le cadre d'une campagne électorale.
En tout cas, merci à tous d'avoir participé ce soir à ce débat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un résultat le 9 juin. Puis je vous rappelle que la RTS, que ce soit sur la radio ou sur la télé, sera présente pour vous donner les résultats de cette journée de votation. Puis je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires sur notre site internet infrarouge.ch ou sur les réseaux sociaux #RTS Infrarouge. La semaine prochaine, nouveau débat d'Infrarouge qui sera consacré à un autre objet de votation puisqu'il s'agira des modifications urgentes apportées à la loi sur l'asile. Simonetta Sommaruga sera avec nous la semaine prochaine. Donc rendez-vous mercredi prochain à 20h15. Excellente fin de soirée à vous tous. À bientôt. Au revoir.